Bonjour à tous. Je m'appelle Nelson Dionisi, je suis Director of Engineering chez Miracle et je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que j'aime bien, qui sont les montées de version sans interruption. J'aime bien ce sujet-là parce que c'est un sujet qu'on a mis en place chez Miracle et l'idée de ce talk, c'est un peu de vous faire un retour d'expérience là-dessus, de vous expliquer comment on a fait, de vous dire ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait. Je ne vais pas trop parler de la partie rolling update assez classique, que je pense que vous connaissez tous. On va plus se concentrer sur comment on fait ça quand on a une base de données relationnelle derrière et qu'on fait évoluer cette base de données dans le cadre de nouvelles features, qu'on rajoute des colonnes, qu'on en enlève. Comment on fait pour faire passer tout ça sans interruption de service? La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a besoin de faire des montées de version sans interruption de service? Pour vous expliquer dans notre contexte pourquoi on l'a fait, j'ai remonté à juin 2017. À cette époque-là, en fait, on faisait des montées de version avec interruption de service. Donc à chaque fois qu'on livrait une nouvelle feature, on était obligé de couper le service pour pouvoir faire la livraison. Et en fait, on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que ces interruptions-là, elles coûtaient cher à nos clients. Mais chez Miracle, en fait, on est une boîte qui développe une solution e-commerce, une solution de marketplace. Donc notre boulot, concrètement, ça consiste à prendre des commandes. Et en fait, à chaque fois que le service il est down, on perd de l'argent, on perd des commandes. À cette époque-là, on avait environ 3 millions d'euros de commandes par jour. Ça a beaucoup grimpé depuis, mais c'était déjà assez conséquent. Donc une heure d'interruption de service pour faire une livraison, ça faisait 125 000 euros de pertes pour nos clients. En réalité, c'est pire que ça, parce que l'expérience utilisateur n'était pas bonne, puisqu'on avait des clients qui essayaient de passer une commande et qui n'arrivaient pas à le faire, qui potentiellement ne revenaient jamais sur le site après. Le deuxième constat, c'est que ça nous coûtait très cher à nous aussi. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une release tous les 3 mois. Donc on accumulait 3 mois de développement qu'on envoyait en production tous les 3 mois. Autant vous dire que ça ne se passait pas très bien, en général. Il y avait pas mal de bugs. En juin 2017, on avait 69 clients. Et en fait, quand on faisait une interruption de service, il fallait qu'on demande l'autorisation à chacun de nos clients pour trouver un créneau sur lequel on pouvait faire l'interruption de service. À 69 clients, ça commençait à devenir compliqué, parce que c'était des créneaux à chaque fois qui étaient très contraints. Dans l'e-commerce, il y a pas mal de contraintes. Il y a les soldes, il va y avoir Noël, il va y avoir le Black Friday, il va y avoir des opérations commerciales. Il y a toujours quelque chose qui fait que ce n'est pas le bon moment pour couper le service. Ce qui faisait qu'on devait toujours négocier avec tous nos clients. Et on avait des clients qui étaient assez sympas, qui nous permettaient de couper le service un peu quand on voulait. On en avait avec qui c'était un peu plus compliqué, d'autres avec qui c'était vraiment plus compliqué. Et en fait, à force, on se retrouvait avec plusieurs versions à maintenir. La version des clients qui nous avait autorisé à couper le service et à monter, la version des clients un peu plus compliquée, la version des clients très compliquée. Et on s'est retrouvé comme ça, avec 6 versions différentes à maintenir en production. Le problème avec ça, c'est que ça fait 6 versions à maintenir. Donc quand on trouve un bug sur la version N-6, il faut le corriger sur la N-6, potentiellement la N-5, la N-4. Potentiellement, le code a changé entre la N-4 et la N-3, donc il faut adapter le fixe. Il faut retester sur chacune des versions, et ça devient un casse-tête. Donc en fait, on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas le choix. Si on voulait réussir à scaler, il allait falloir qu'on arrive à migrer sans interruption de service. Alors comment on fait? Comment on fait pour le faire avec une base de données relationnelle derrière? Pour vous expliquer ça, je vais partir de ce schéma-là que je vais réutiliser à pas mal d'endroits. On va partir du principe qu'on a une application qui gère des employés. Donc on a une API qui permet de créer des employés, de stocker ça dans une base de données que j'ai représentée ici. On va appeler cette table-là employee, avec un ID, un nom et une localisation. En termes d'infrastructure, on a un load balancer, on a 2 web serveurs sur lesquels les requêtes sont distribuées et une base de données. Donc une archi web haute dispo assez classique. Comment on fait pour migrer ça avec interruption de service? Admettons qu'on ait une nouvelle fonctionnalité, on se dit que tous les employés sont regroupés au sein d'un même bureau, et la nouvelle fonctionnalité consiste à supprimer la colonne location, puisqu'elle ne va plus être utile. Pour migrer ça avec interruption de service, c'est assez simple. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par sortir les web serveurs du load balancer, couper les web serveurs. Ensuite, on va migrer la base de données. Donc on va jouer un script de migration qui va exécuter cette requête, donc le drop de la colonne location. Ça se fait souvent si vous êtes dans l'écosystème Java avec des outils comme Flyway ou Liquidbase. Donc ça permet d'automatiser le fait de faire tourner le script de migration. Donc le script de migration va tourner et il va supprimer la colonne. À partir de là, vous avez votre table qui se retrouve en V2. Votre base de données est en V2. Il n'y a plus la colonne location. Je l'ai droppé. On redémarre les web serveurs en ayant déployé la nouvelle version de l'application sur les web serveurs en V2. Donc on voit que le insert n'insère plus dans la colonne location. On redémarre tout et tout fonctionne.
Donc là, vous avez fait votre montée de version. Par contre, nous, on avait perdu 125 000 € en faisant ça. Du coup, comment on fait exactement la même chose sans interruption de service? On va essayer de faire la même chose de manière un peu naïve et voir ce qui se passe. Donc comme on ne coupe pas le service, on a des requêtes qui arrivent en parallèle. Donc je ne coupe pas le load balancer, je ne coupe pas les web servers, et je joue mon script de migration. Donc je drop la colonne, et là ce qui se passe, c'est que ça ne fonctionne plus, parce que j'ai droppé ma colonne, toutes mes requêtes vont échouer, parce que mes web servers, eux, sont encore en V1, le temps du déploiement. Du coup, ils essaient d'écrire dans la colonne location, tout est en erreur. J'ai pas d'interruption de service à proprement parler, parce que mes web serveurs continuent à répondre, mais en fait, ils répondent en erreur 500, donc c'est comme si j'avais une interruption de service. La suite du process de rolling update, elle est simple. On update un des web serveurs, on le passe en V2. Il arrête d'écrire dans la colonne location, donc les requêtes se remettent à fonctionner. Là, j'ai à peu près 50% des requêtes qui passent et 50% qui échouent. Je mets le deuxième web serveur dans la V2, et là, tout fonctionne à nouveau. Donc vous n'avez pas eu d'interruption de service, mais en fait, vous en avez eu une. Ça se comporte exactement pareil. Donc ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on ne peut pas le faire avec cette approche un peu naïve, et qu'il va falloir trouver d'autres workarounds pour réussir à livrer sans interruption de service. En fait, si vous voulez le faire, il faut étudier un peu les différentes configurations qu'on a eues pendant le déploiement. On en a une première qui ressemblait à ça. La base de données était déjà en V2, les deux web serveurs étaient en V1. Ensuite, on en a eu une deuxième où on avait une partie des web serveurs en V2, une partie en V1 avec la base de données en V2. Et on en a eu une troisième dans laquelle tout fonctionnait, où tout le monde était en V2. En fait, si vous voulez livrer sans interruption de service, il y a une règle d'or à respecter, c'est que la version N+1 de votre base de données, elle doit toujours être rétrocompatible avec la version N de votre application. Autrement dit, la V1 de votre application doit fonctionner avec la V2 de la base de données. C'est ça qui va vous permettre de livrer sans couper le service. Ça, c'est la règle la plus importante. S'il y a une chose à retenir de la présentation, c'est vraiment celle-là. La V2 de la base de données doit fonctionner avec la V1 de l'application. Maintenant, comment on fait ça? Comment on arrive à créer des versions rétrocompatibles? Je vais reprendre le même exemple, l'exemple de la suppression d'une colonne, et on va regarder comment on peut le faire de manière rétrocompatible. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir découper la release en plusieurs versions. Plutôt que de livrer une seule version, on va livrer des versions intermédiaires qui vont chacune être rétrocompatibles avec la suivante. Donc on part d'une V1. La V1, c'est en base de données, la colonne n'existe pas, et l'application, elle ne connaît pas la colonne, elle n'écrit pas dedans, elle ne lit pas dedans. C'est vraiment la version initiale. On veut supprimer la colonne, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va livrer une première version, que j'ai appelée V2, dans laquelle, côté base de données, on va jouer un script de migration qui va supprimer la contrainte de non-nullité sur la colonne. Donc on ne supprime pas la colonne comme tout à l'heure, on supprime juste la contrainte de non-nullité. Ensuite, côté application, on va continuer à écrire dans la colonne, ça on ne change rien. Par contre, on ne va plus lire dans la colonne. On est obligé de continuer à écrire dans la colonne, parce qu'en fait, vous allez avoir un moment de transition dans laquelle la V1 va cohabiter avec la V2. Et la V1, elle utilise la colonne. Comme la V1 utilise la colonne, en fait, vous êtes obligé de continuer à écrire dedans, sinon vous allez lire des trous dans la V1, et ça ne va pas fonctionner. Par contre, vous pouvez ne plus lire dans la colonne, puisque le but à terme, c'est de la supprimer. Ensuite, on a déployé une autre version, la V3. Côté base de données, pas de changement. Par contre, côté applicatif, vous pouvez ne plus lire dans la colonne. Pardon, vous pouvez ne plus écrire dans la colonne. Parce qu'en fait, la V2, qui va cohabiter avec la V3, elle ne lit déjà plus dans la colonne. Du coup, vous n'avez plus besoin d'écrire dans la colonne. Vous pouvez commencer à la décommissionner. Et enfin, quand vous avez fait ça, vous avez une application qui ne lit plus dans la colonne et qui n'écrit plus dans la colonne, donc qui ne s'en sert plus globalement. Donc vous pouvez déployer une V4 qui va juste jouer un script de migration qui, cette fois, peut dropper la colonne. Et en fait, quand vous avez fait ça, vous avez réussi à livrer sans interruption de service. Il a fallu livrer 3 versions, la V2, la V3, la V4, plutôt qu'une seule version. Par contre, chacune des versions qui est ici va être rétrocompatible avec la précédente, ce qui fait que vous arrivez à livrer sans couper les load balancers, sans couper les web servers, et ça va normalement bien se passer. J'ai pris l'exemple de la suppression de la colonne, parce que c'est l'exemple le plus évident pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas de manière naïve. En général, ce qu'on fait souvent, c'est plutôt ajouter des colonnes quand on crée des nouvelles fonctionnalités. On va regarder comment ça se passe pour l'ajout d'une colonne, mais c'est un peu le même principe. Il va falloir la découper, sinon ça ne va pas passer. Donc on va partir d'une version de l'application dans laquelle la colonne n'existe pas, et on va se dire qu'on va vouloir créer cette nouvelle colonne location.
On a une V1 de l'application dans laquelle la colonne n'existe pas. L'application ne connaît pas cette colonne-là. Et on va d'abord commencer par déployer une V2. La V2, elle va créer cette nouvelle colonne, mais elle va la créer de manière nullable. Donc on va pouvoir mettre des nuls dedans. Il n'y a pas de contrainte de non-nullité. Parce que si vous mettez une contrainte de non-nullité, bah en fait, toutes les lignes existantes, elles sont déjà nulles, donc ça ne va pas fonctionner. Côté applicatif, une fois que la colonne est créée, vous allez pouvoir écrire dedans. Vu qu'elle existe, vous pouvez commencer à écrire dedans. Par contre, vous ne pouvez pas encore lire dedans. Vous ne pouvez pas parce qu'il y a encore des nuls dedans. Pour toutes les colonnes existantes, pour toutes les lignes existantes, au moment où vous avez créé la colonne, et ben vous avez des nuls. Il y a des trous dedans. Ce que vous allez être obligé de faire, c'est faire une V3. Et cette V3, ce qu'elle va faire côté base de données, c'est qu'elle va faire ce qu'on appelle un backfill de la colonne. Le backfill, en fait, ça va consister à remplacer les nuls pour les lignes existantes avec la valeur que vous souhaitez. Dans mon cas, on va dire que par exemple, tous les employés sont basés à Paris. Donc on va faire juste un update sur toutes les lignes qui ont une valeur nulle pour mettre Paris dedans. Avant ça, vous avez des nuls. Après ça, vous n'aurez plus de nuls dans votre table, tout simplement parce que la V2 de votre application écrit déjà dans cette colonne. Donc toutes les nouvelles lignes qui sont créées, elles vont avoir une valeur dans la colonne location. Et toutes les anciennes lignes, elles vont être traitées par le backfill. Donc à partir de là, côté applicatif, vous pouvez commencer à lire dans la nouvelle colonne, parce qu'elle est remplie, il n'y a plus de trous. Là, vous avez quasiment terminé. Vous avez votre appli qui écrit et qui lit dans la nouvelle colonne. Il reste juste une étape, c'est rajouter la contrainte de non-nullité. Donc c'est ce qu'on fait dans la V4. On passe juste un script de migration qui ajoute la contrainte not null. Et là, encore une fois, vous avez réussi à livrer avec des versions rétrocompatibles, donc sans interruption de service. Il y a plein d'autres opérations à faire, je ne vais pas toutes les décrire. Je pense que vous avez saisi l'idée, c'est vraiment d'être rétrocompatible. Simplement, renommer une colonne ou changer le type d'une colonne, c'est des opérations qu'on peut être amené à faire. Ça va se faire pareil, en découpant en versions. Et en fait, il va falloir le faire en ajoutant une nouvelle colonne avec le nouveau nom ou avec le nouveau type, puis en supprimant l'ancienne colonne avec l'ancien nom ou l'ancien type. On va falloir repasser par tout le process que je vous ai décrit pour ajouter une colonne, puis pour supprimer une colonne. Tout ça, c'est la théorie. Après, comment on fait avec les frameworks qu'on utilise dans l'écosystème Java pour communiquer avec la base de données, que ce soit du Hibernate, du Juke, du JDBC template ou même du SQL pur? Comment ça se concrétise? Alors, avec Hibernate, à partir du moment où vous créez votre colonne en base de données, donc que votre script de migration est passé, vous allez pouvoir mapper vos colonnes dans les entités Hibernate. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne va pas falloir que vous appeliez vos setters tant que la version de votre application, elle n'est pas censée écrire dans la base de données. De même, il ne va pas falloir que vous appeliez les getters de vos entités tant que la version de l'application n'est pas censée lire dans la colonne. Sinon, ça va être l'équivalent d'aller lire dans la colonne ou d'écrire dans la colonne, et vous n'allez pas être rétrocompatible. Si vous faites du SQL pur, du JDBC template ou du Juke, côté Juke, la colonne va être générée à partir du moment où votre table a la nouvelle colonne. Le champ côté Juke va être généré à partir du moment où la table a la nouvelle colonne. Par contre, pareil, vous n'allez pas devoir l'utiliser dans des requêtes d'insert ou d'update à partir du moment où vous ne devez pas écrire dans la table. De la même façon, vous n'allez pas devoir utiliser cette nouvelle colonne dans des requêtes de select tant que vous n'avez pas le droit de lire dans cette colonne. Sinon, encore une fois, vous n'êtes pas rétrocompatible. Quelques autres trucs importants sur lesquels on s'est fait avoir, c'est pour ça que je les ai listés ici. Il faut surtout éviter d'utiliser des select étoiles dans vos requêtes. Il y a plein de raisons pour lesquelles pas utiliser de select étoiles. Il y en a une pour les migrations sans interruption, c'est qu'en fait, vous allez casser les prepared statements pendant la migration. Alors un prepared statement, juste pour rappel, c'est une requête qui ressemble à ça, dans laquelle je vais avoir remplacé mes paramètres par des placeholders, là un point d'interrogation. En fait, le principe, c'est que vous allez l'exécuter en deux temps, cette requête. Vous allez demander à votre SGBD de calculer ce qu'on appelle le plan d'exécution de la requête, donc de calculer comment il va exécuter la requête. Et ensuite, vous allez l'appeler une ou plusieurs fois pour qu'il exécute la requête avec les paramètres que vous lui fournissez. Donc avec un ID qui peut être différent à chaque fois. Ça permet de gagner du temps, parce que le plan d'exécution n'est calculé qu'une seule fois et il est réutilisé à chaque fois. Le problème, c'est que pour calculer le plan d'exécution, en fait, le SGBD, il prend en compte plein de paramètres. Et un des paramètres qu'il prend en compte, c'est le nombre de colonnes et les types des colonnes qui sont renvoyées. Donc dans mon select étoile, c'est toutes les colonnes de ma table. Et en fait, si vous essayez de faire une migration sans interruption de service,
vous avez changé le nombre de colonnes qui sont renvoyées par le select étoile. Et du coup, le plan d'exécution qui a été calculé par le SGBD, il devient invalide. Et quand vous allez essayer de jouer, d'exécuter la requête qui a été préparée, le SGBD, il va refuser en vous disant « Tu m'as demandé de calculer un plan d'exécution, mais entre-temps, tu as changé toutes les données que j'avais. Du coup, je ne suis plus capable de t'exécuter la requête, il va falloir que je recalcule un plan d'exécution. » Du coup, évitez absolument les select étoiles. Préférez lister les colonnes, ce qui va vous permettre au moins de générer une nouvelle requête. Ça va être un autre plan d'exécution, parce que ça va être une requête différente si vous ajoutez ou vous supprimez une colonne de votre requête. Si vous utilisez Juke, méfiez-vous, la méthode dslcontext.select sans paramètres, elle génère un select étoile. Donc en fait, il y a vraiment un travail d'investigation sur toute l'application pour regarder tout ce qui peut générer des select étoiles pour éviter de se faire avoir. De la même façon, il y a des SGBD style Postgres qui vous permettent de changer le type d'une colonne de manière compatible, c'est-à-dire sans réécrire toute la table. Par exemple, transformer un varchar en texte, c'est quelque chose qui est possible juste en changeant le type, parce que c'est des types qui sont compatibles entre eux. Physiquement, en interne, ils les stockent de la même façon. Mais là, en fait, si vous faites ça, vous allez tomber exactement dans le même problème. Vous allez casser vos prepared statements, parce que le type d'une colonne, c'est quelque chose qui est utilisé pour calculer le plan d'exécution. Si vraiment vous voulez le faire, il y a un paramètre sympa dans le driver JDBC qui s'appelle autosave égale à conservative, qui permet de faire fonctionner Postgres avec des mécanismes de save point, qui en fait va sauvegarder l'état avant chaque requête. Donc il va rajouter un save point avant chaque requête. Et s'il voit que le prepare statement a été invalidé, il va revenir au save point et il va recalculer le prepare statement pour pouvoir vous l'exécuter. Par contre, ça a un impact non neutre sur les performances. La doc est assez bien faite, elle décrit bien les impacts. Je vous invite à regarder avant de le faire, histoire d'être sûr d'avoir vraiment toute la liste des impacts en tête. C'est un impact non neutre sur les performances, donc il faut se méfier. Soit vous pouvez utiliser ça, soit vous passez par la procédure que j'ai décrite tout à l'heure pour changer le type d'une colonne. Un autre truc qui peut paraître tout bête, mais sur lequel on s'est fait avoir, c'est ajouter une valeur à un enum qui est persisté en base de données. Ça, vous ne pouvez pas le faire en une seule version. Pour vous le montrer, je vais reprendre le schéma. On va se mettre dans une configuration où on a notre web server qui est en V2 d'un côté et qui est en V1 de l'autre côté, donc la cohabitation entre les deux versions. Admettons que j'ai un enum côté V1 dans lequel il y a deux valeurs. Un enum statut dans lequel il y a la valeur running et la valeur complete. Si je veux rajouter une troisième valeur à cet enum, en V2, ça va ressembler à ça. Je rajoute la valeur idle. Le problème avec ça, sans interruption de service, c'est qu'en fait, votre V2, elle va potentiellement commencer à écrire la valeur idle en base de données. Côté V1, vous continuez à lire la valeur, et vous allez récupérer la valeur idle. Sauf que ça, la V1, il ne la connaît pas. Du coup, il ne va pas pouvoir désérialiser cette valeur. Et vous allez avoir des exceptions qui vont être levées, et du coup, concrètement, vous allez avoir une interruption de service, parce que vos requêtes vont échouer. Donc en fait, ajouter une valeur à un enum, ça peut paraître tout bête, mais ça ne passe pas sans interruption de service si vous le faites directement. Il faut le faire en deux versions. Il va falloir faire une version de l'application dans laquelle on ajoute la valeur à l'enum, mais sans l'utiliser, et ensuite une deuxième version dans laquelle on peut commencer à utiliser cette valeur de l'enum. En plus de l'enum, il y a d'autres petits points de vigilance à avoir. Les inner join. En fait, on l'a vu tout à l'heure, il y a une étape de backfill des données quand on ajoute une colonne. Il faut que vous fassiez attention si vous avez des inner join sur cette colonne-là. En fait, tant que les données ne sont pas backfillées, vous avez des trous dans votre colonne. Vous avez des nuls. Et du coup, vous n'allez pas être en mesure de faire vos inner join sur cette colonne-là parce que ça ne va pas matcher. Du coup, en fait, tant que vos données ne sont pas backfillées, évitez les inner join sur cette colonne-là. C'est encore trop tôt. Enfin, dernier point de vigilance, les types primitifs dans les entités Hibernate. Si vous avez une colonne, par exemple de type booléen, que vous voulez ajouter sans interruption de service, côté Hibernate, quand vous allez la mapper, tant que le backfill n'est pas passé, c'est-à-dire tant que vous avez des nuls dans votre colonne, il ne faut absolument pas les mapper sur des types primitifs. Donc pas le mapper sur un petit booléen, mais le mapper sur un type wrapper, type grand booléen. Sinon, en fait, quand Hibernate va essayer de construire vos instances, il va se retrouver à essayer de mettre un nul dans un type primitif, et il va vous lever une erreur en disant que ce n'est pas possible. Donc si à terme vous voulez mettre un type primitif, vous pourrez le faire, et vous ne pouvez le faire qu'à partir du moment où le backfill est passé, et avant, il faut absolument que ce soit un wrapper. C'est déjà pas mal d'infos. On va faire un petit résumé de tout ça. S'il y a une chose en particulier à retenir, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment cette histoire de rétrocompatibilité. La V2 de la base de données doit fonctionner avec la V1 de l'application. Ça, c'est primordial. L'avantage de faire ça, vous l'avez vu, c'est qu'on est capable de livrer sans interruption de service.
Il y a un autre avantage que je n'ai pas mentionné encore, c'est qu'on va aussi pouvoir rollbacker la version applicative. Admettons qu'on se rende compte que notre V2 applicative, elle est buggée, il y a un bug qui est bloquant. On va pouvoir rollbacker cette version applicative dans la V1. Si on le fait, on va se retrouver dans cette configuration-là. La base de données sera toujours en V2, la colonne elle est créée, tant pis, trop tard. Par contre, on a rollbacké les applications en V1. Et cette configuration-là, en fait, on la connaît. C'est une configuration qu'on a déjà vécue quand on a déployé la V2. Du coup, vous avez fait en sorte que ça fonctionne déjà et que ce soit rétrocompatible. Du coup, en fait, entre guillemets, le rollback, il est gratuit. Et vous pouvez le faire de manière safe, parce que vous savez que ça va marcher, vous avez fait en sorte que ça marche. Du coup, c'est un des avantages, c'est que vous pouvez rollbacker à peu près sereinement, puisque c'est déjà passé dans un sens, ça va repasser dans l'autre sens. Il y a des inconvénients, je pense que vous l'avez vu. Il faut découper en plusieurs versions. C'est forcément plus chronophage, ça demande une mécanique intellectuelle un peu plus poussée. Il faut vraiment se poser la question à chaque fois. Un autre point que je n'ai pas mentionné encore, c'est que chaque version doit être déployée. Vous ne pouvez pas passer de la V1 à la V3, vous êtes obligé de passer par chacune des versions, puisque chaque version est compatible uniquement avec la précédente. Du coup, vous ne pouvez pas gagner du temps, vous êtes vraiment obligé de découper version par version. Une fois que vous faites tout ça, normalement vous êtes pas mal, vous arrivez à livrer la plupart de vos fonctionnalités sans interruption de service. Il y a quand même un truc qui va vous poser problème si vous commencez à avoir pas mal de trafic sur votre base de données. Et c'est ce qu'on va voir juste après. En fait, ce qui va poser problème, c'est toute la partie lock en base de données qui vont potentiellement vous ralentir ou couper le service. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, dans tous les exemples que je vais donner, c'est basé sur Postgres 12, parce que c'est le SGBD qu'on utilise côté Miracle. Tout est assez générique dans ce que je vais dire. Ça s'applique à la majorité des SGBD. Donc ça devrait s'appliquer à vos use cases, j'espère. Alors, les locks en base de données. En fait, le SGBD, il garantit que vous pouvez avoir des requêtes qui s'exécutent en parallèle. Et il garantit que tout ça, ça va rester cohérent. Et pour faire ça, il utilise des locks. C'est-à-dire qu'en fait, il va bloquer certaines requêtes derrière d'autres requêtes pour s'assurer que les requêtes ne se marchent pas dessus. Il y a plusieurs types de locks dans les bases de données. Il y a des locks qui vont être au niveau des lignes. Donc au niveau des lignes, en fait, si je fais par exemple un update sur une ligne et que j'ai un deuxième update qui arrive en parallèle sur la même ligne, le deuxième update va être bloqué derrière le premier, le temps que le premier update est terminé. Parce que techniquement, deux lignes ne peuvent pas être mises à jour en même temps en réalité. Du coup, le SGBD va bloquer le update, va attendre que le premier est fini avant d'exécuter le deuxième. En fait, tout ce qui est insert, update et delete, ça va poser des locks sur les lignes qui font que tous les autres insert, update, delete sur les lignes qui sont lockées, ils vont devoir attendre que les requêtes précédentes soient terminées. Alors les locks, ils sont posés au début de l'exécution de la requête et ils sont relâchés à la fin de la transaction si vous n'êtes pas en autocommit, donc si vous avez une transaction, ou à la fin de la requête si vous êtes en autocommit. Donc tout ce qui est insert, update, delete, ça va bloquer les insert, update, delete sur les mêmes lignes. Par contre, tout ce qui est select, ça ne va pas bloquer les insert, les updates et les delete, ni les select. Donc tout ce qui est select, vous êtes à peu près safe, ça ne bloque pas. Par contre, tout ce qui est insert, update, delete au niveau de la ligne, ça va bloquer. Vous avez un autre type de lock qui sont au niveau de la table. C'est le type de lock qui est posé par exemple si vous faites un alter. Si vous faites un alter sur une table pour ajouter une colonne, ça va poser un lock qui est assez violent, qui lock toute la table. Et il lock toute la table pour les updates, les inserts, les deletes. Donc vous ne pourrez pas passer une modification sur votre table tant que la transaction ou que la requête ne sera pas terminée. Mais il lock aussi les selects. C'est-à-dire que tant que votre alter n'est pas fini, il n'y a même plus de select qui passe sur la table. En réalité, c'est une vision assez schématique. C'est assez compliqué, toute la logique de lock. La documentation de Postgres est très bien faite. Elle explique ça un peu plus en détail. Mais c'est un niveau de détail suffisant pour comprendre pourquoi ça peut poser problème par la suite dans notre processus de montée de version sans interruption. Alors pour bien comprendre comment ça marche, toute cette histoire de lock, j'ai représenté le SGBD ici. Et on va prendre un exemple où le SGBD est en train d'exécuter une requête, donc un select name from person, donc sur la table personne. En fait, quand il y a une autre requête qui va arriver en parallèle, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être placée dans une sorte de queue. Toutes les requêtes vont s'empiler ici, et le SGBD va regarder s'il peut acquérir les locks pour l'exécuter, ou si la requête est bloquée. Donc là, j'ai une deuxième requête qui est arrivée en parallèle. C'est un select sur la même table.
on a vu que les selects ne loquaient pas les selects. Du coup, ce qui se passe, c'est que le SGBD peut l'exécuter en parallèle. Pas de problème. On a une autre requête d'update qui arrive. On a vu que les updates ne loquaient pas les selects et que les selects ne loquaient pas les updates. Du coup, elle peut aussi s'exécuter en parallèle. Maintenant, vous avez un alter qui va arriver. Quand votre alter arrive sur la même table, on a vu que le alter, il loquait toute la table. Donc lui, il loque toute la table, mais aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que pour s'exécuter, il a aussi besoin qu'il n'y ait aucune requête qui le loque. Sauf que là, les selects et les updates ne sont pas compatibles avec le alter. Donc ce alter-là, il va rester loqué dans la queue. Pendant ce temps, les requêtes continuent de s'exécuter, et on a potentiellement d'autres requêtes qui arrivent en parallèle. Donc là, j'ai un select qui arrive derrière, et en fait, ce select, il est loqué par le alter. Il ne va pas pouvoir passer, parce que dans la queue, c'est le alter qu'on doit passer après, et le alter lock le select. Du coup, cette requête-là, elle est loquée. Vous avez potentiellement une autre requête, un update qui arrive, et celui-là va se retrouver aussi loqué à cause du alter. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que tant que vos requêtes de select et update ne sont pas terminées côté SGBD, votre alter il est bloqué, et tout ce qui arrive derrière est bloqué. Du coup, potentiellement, si cette situation-là dure trop longtemps, quelques dizaines de secondes, vous allez finir en timeout au bout d'un moment. Et vous allez avoir une interruption de service, puisque vos requêtes ne vont plus répondre. Ce qui se passe ensuite, c'est que vos requêtes elles vont finir par dépiler quand même, celles qui sont en train de tourner côté SGBD. Donc admettons que le premier select se termine, le SGBD va regarder s'il peut jouer les requêtes qui sont dans la queue, toujours pas, j'ai encore des requêtes qui bloquent. Le deuxième select se termine, toujours pas, le dernier update se termine, et là on est bon. Donc le SGBD va voir que le alter, il peut maintenant l'exécuter, donc il acquiert un nouveau lock et il l'exécute. Les autres requêtes restent lockées derrière. Donc maintenant, si le alter dure 30 secondes, même problème. Vous avez déjà dû attendre la fin des selects, les autres requêtes d'update et de select sont encore bloquées derrière. Si votre alter dure 30 secondes, vous rajoutez 30 secondes d'interruption. Votre alter va tourner. Une fois que c'est terminé, le SGBD va regarder. Les deux requêtes qui sont dans la queue sont compatibles, il n'y a plus rien qui les bloque, et il va les exécuter en parallèle. Donc ce qui est important de retenir, c'est que non seulement votre alter va bloquer tout ce qui arrive derrière lui, mais aussi il va être bloqué lui-même tant qu'il y a des requêtes en cours d'exécution sur la même table, sur la base de données, y compris des selects. Donc si vous avez des selects qui mettent 3 minutes à s'exécuter, pendant 3 minutes, votre alter il va être bloqué et il va bloquer tout ce qui arrive derrière. En fait, pour être sûr de faire les choses de façon sûre, il faut distinguer tout ce qui va être opération rapide et tout ce qui va être opération lente dans votre base de données. Il y a des opérations qui vont être plutôt safe parce qu'elles sont rapides. Par exemple, ajouter une colonne sans valeur par défaut, sans note nulle, c'est quelque chose qui est très rapide. En Postgres, c'est juste une insertion dans la table PG catalogue, ça va très vite. Supprimer une colonne, c'est pareil, ça va très vite. Ajouter certaines contraintes, un default a posteriori, un check, dans certains cas, note nulle, ça peut aller assez vite. Supprimer une contrainte, ça va vite aussi. Donc tout ça, c'est des opérations qui sont plutôt safe. A contrario, vous avez des opérations qui sont lentes. Ajouter une colonne avec une valeur par défaut, ça dépend de la version de Postgres, par exemple. Depuis Postgres 11, il y a eu beaucoup d'améliorations, c'est quasi instantané. Avant, il fallait réécrire toute la table pour remplacer les valeurs. Du coup, c'était très lent. Créer un index, sur des grosses tables, ça peut être très lent, ça prend du temps, c'est de la dénormalisation, il y a pas mal de boulot à faire. Changer le type d'une colonne, pareil, s'il faut tout réécrire, ça prend du temps. Créer une contrainte d'unicité, techniquement, derrière, ça revient à créer un index d'unicité, donc ça prend du temps. Et backfiler une colonne, ça peut prendre du temps aussi. C'est un update, en général, du coup les locks sont un peu moins forts, les selects continuent à passer, mais sur les grosses tables, ça peut prendre du temps, et ça lock les autres updates, etc. Du coup, pour toutes ces choses-là, qui sont assez lentes, il va falloir trouver des workarounds et des façons de le faire passer en minimisant les locks. Sinon, vous allez vous retrouver dans la situation que j'ai décrite avant, avec tout qui s'empile dans la queue. Alors, ajouter une colonne. Ajouter une colonne, on l'a vu, c'est un alter, ça lock tout. Ça lock toute votre table. En termes de rapidité, ça dépend de ce que vous faites, et ça dépend de la version de votre SGBD. Comme je disais, des fois ça peut être lent, des fois ça peut être rapide. Ce qu'on a vu, c'est que pour ajouter une colonne sans interruption de service, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Il faut le faire en plusieurs versions. Il faut créer la première colonne nullable, il faut la backfiler, et il faut ajouter la contrainte de non-nullité. En fait, la première version qui crée la colonne nullable, ça c'est rapide. Je disais tout à l'heure, juste créer la colonne, ça va très vite. Du coup, ça prend un lock qui est fort, mais c'est rapide, donc pas trop de problème. Backfiler les données, ça peut être plus lent si vous avez des grosses tables.
Ça pose des locks un peu moins forts, les selects continuent à passer, mais pas les modifications. Par contre, vous pouvez le faire de manière un peu plus intelligente. C'est-à-dire que vous pouvez chunker le backfill, faire par paquet. Vous faites une transaction qui met à jour 1000 lignes, par exemple, qui commit. Vous allez prendre le lock sur les 1000 lignes, la durée de la transaction. Après, vous relâchez le lock. Vous passez aux 1000 lignes suivantes. Vous passez aux 1000 lignes suivantes. Ça vous permet de réduire un peu les locks et de faire en sorte que même les updates et les autres modifications arrivent à passer plus ou moins pendant le backfill. Et enfin, ajouter une contrainte de non-nullité. Ça va plutôt vite. Ça dépend si vous avez un index ou si vous n'avez pas d'index, mais c'est plutôt rapide. Du coup, c'est quelque chose que vous pouvez faire de manière safe. Donc ajouter une colonne, dans tous les cas, il n'y a pas trop de questions à se poser. Il suffit de suivre la procédure. La création d'index, c'est autre chose. En fait, quand vous allez créer un index, ça va aussi poser des locks. Ça va poser des locks qui vont bloquer les inserts, les updates et les deletes sur votre table. Ça ne bloquera pas les selects, ils continuent à passer, mais tout ce qui est modification de données, ça va être locké le temps de la création d'index. Et sur des grosses tables, des tables très volumineuses, ça peut prendre pas mal de temps. Donc en termes de rapidité, ça peut être lent. Alors comment on fait, du coup, pour créer un index sans interruption de service et sans trop locker? Avec Postgres, il y a un mot-clé qui s'appelle concurrently, qui vous permet de créer l'index de manière concurrente. Et en fait, Postgres va procéder un peu différemment pour minimiser les locks qui sont utilisés pendant la création de cet index. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser plusieurs transactions. Donc c'est lui-même qui va gérer la transaction. Vous n'allez pas pouvoir, vous, le wrapper dans une transaction. Et il va faire ça en 3 étapes, dans 3 transactions différentes. Et c'est ça qui va lui permettre de minimiser les locks. En fait, les étapes qui sont lentes, il va prendre des locks qui sont assez faibles, donc qui ne vont pas trop vous ralentir. Et les étapes qui sont courtes, il va poser des locks un peu plus forts, mais qui vont passer rapidement. L'avantage de ça, c'est que ça minimise beaucoup les locks. Par contre, ce n'est pas transactionnel, comme je le disais. Donc votre création d'index, elle peut planter au milieu. Et si elle plante au milieu, vous allez vous retrouver dans une situation où vous avez un index qui est partiel, qui est invalide, qui n'est pas encore créé, enfin qui est créé qu'à moitié, que vous allez devoir dropper avant de réessayer de le reconstruire. Et c'est un peu plus long à créer, parce qu'en fait, il fait ça en 3 passes. Donc je ne rentre pas dans tous les détails, mais techniquement, c'est un peu plus long à créer. Et vous avez un article que j'ai linké ici, qui est très bien fait, qui explique justement plus en détail comment fonctionne toute cette création. Mais en tous les cas, sachez que ça vous permet de minimiser les locks. Et sur les grosses tables, vous n'allez pas avoir trop le choix. Il va falloir que vous le passiez en concurrently. Sinon, vous allez avoir trop de locks et toutes vos requêtes vont s'empiler. Pareil, je ne vais pas refaire la liste de toutes les opérations. Il y en a plein. Simplement, sur les contraintes, il y a des ajouts de contraintes. Par exemple, les contraintes default, qui peuvent être rapides dans certains cas, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a d'autres contraintes qui peuvent être beaucoup plus lentes à ajouter. Sachez qu'avec les contraintes, pour les passer en interruption de service, si elles sont lentes, pour minimiser les locks, il y a un mot-clé qui s'appelle not valid, qui permet en fait, quand vous faites votre alter table pour ajouter la contrainte, de demander au SGBD de ne pas valider la contrainte pour les lignes existantes. Parce qu'en fait, ce qui prend du temps, c'est de s'assurer que toutes les lignes existantes respectent la contrainte. Si vous avez des millions de lignes, il faut repasser sur toutes les lignes. Le not valid, il va permettre de passer le alter d'ajout de contrainte très rapidement, vu que le seul truc à faire, c'est rajouter la contrainte sans rien vérifier. Par contre, potentiellement, vous avez encore des valeurs qui ne sont pas valides en base. Ça, vous ne l'avez pas validé. Ensuite, vous avez un mot-clé qui s'appelle validate, qui va permettre justement de valider cette contrainte. Ça, c'est une opération qui est plus lente, parce qu'il faut repasser sur toutes les lignes. Par contre, ça prend beaucoup moins de locks. Ça ne va pas vous bloquer les selects, les inserts, les updates. Donc ça, vous pouvez le faire de manière safe, même si c'est lent. Ça va éviter que les requêtes s'empilent. Donc si vos contraintes sont longues à créer, je vous encourage à utiliser le mot-clé not valid pour les créer de manière invalide et ensuite faire un validate dans une autre transaction plus tard pour être sûr que vous ne loquez pas tout. De la même façon, vous pouvez créer des contraintes d'unicité. En fait, techniquement, derrière, le SGBD va créer un index d'unicité quand vous faites ça. Du coup, il vaut mieux créer directement l'index parce que vous allez pouvoir le créer de manière concurrente avec le mot-clé concurrently, ce qui va permettre de limiter les locks. Truc important aussi sur lequel on s'est fait avoir, les foreign keys. Les foreign keys, c'est un alter table, donc ça lock votre table de la même façon que précédemment. Le truc à avoir en tête, c'est qu'en fait, ça lock les 2 tables qui sont impliquées dans la foreign key. La table sur laquelle vous faites le alter, mais aussi la table qui est référencée par la foreign key. Du coup, même si vous ne touchez pas la table qui est référencée par la foreign key, elle va être lockée. De la même façon, vous pouvez utiliser les mots-clés not valid et les mots-clés validate pour ne pas valider la foreign key au début et que ça aille vite et la valider plus tard. Mais gardez-le bien en tête, c'est assez insidieux et on s'est fait avoir. Quelques petits autres trucs importants à avoir en tête. Je pense que vous l'avez compris. Toutes les requêtes et les transactions qui vont être lentes,
ça va être problématique, y compris les selects, puisque les selects vont bloquer les alters qui après vont bloquer tout ce qui arrive derrière. Du coup, essayez toujours de favoriser des requêtes et des transactions qui soient le plus courtes possible, même pour les selects, parce que des selects qui durent 1 minute, 2 minutes, ça va poser problème au moment de vos migrations. Pour vous aider au moins à identifier tout ça, avec Postgres, il y a 2 paramètres qui sont sympas. Il y en a un qui s'appelle logmin duration statement, qui va permettre de loguer toutes les requêtes qui mettent plus qu'un certain temps. Vous allez pouvoir lui spécifier le temps à partir duquel vous voulez loguer. Par exemple, toutes les requêtes qui prennent plus de 200 ou 500 millisecondes. Et le deuxième paramètre, c'est log lock wait, qui va loguer toutes les requêtes qui restent loquées pendant plus d'un certain temps. Ça va vous permettre un peu d'analyser tout ça et de voir ce qui se passe dans votre base de données et de voir si potentiellement vous allez avoir des problèmes en migrant sans interruption de service. Autre point important dans votre script de migration, essayez au maximum de gérer une table par transaction et pas avoir une transaction englobante comme j'ai fait ici. Ici, j'ai un script de migration qui fait des alters sur 2 tables différentes, donc la table customer, la table order, pour ajouter une colonne. Si vous faites ça, le problème, c'est que le log va être pris sur la table customer quand vous allez exécuter la première requête. Ensuite, vous allez vouloir exécuter la deuxième requête. Potentiellement, vous allez attendre pour acquérir un log sur la table order. Et pendant ce temps-là, le log sur la table customer, il n'est pas relâché. Il n'est pas relâché parce que vous êtes dans la même transaction et que les logs sont relâchés à la fin de la transaction. Du coup, vous continuez à loquer et à bloquer tout ce qui se passe sur votre table customer pour rien, parce qu'en fait, vous n'y touchez plus. C'est juste que votre transaction elle est toujours en cours. Du coup, plutôt que de faire ça, je vous conseille de le séparer en plusieurs transactions, donc d'avoir des scripts de migration qui vont découper une transaction par table que vous impactez. Faites attention avec des outils style Flyway ou Liquidbase. Flyway, par exemple, wrap tout dans une seule transaction. Un script de migration est wrappé dans une transaction. Du coup, dans ces cas-là, l'idéal, c'est de faire 2 scripts de migration différents, un par table, ce qui va vous permettre d'avoir une transaction différente par table. Encore un truc sur les transactions. Évitez de créer des transactions qui vont être inutiles. Par exemple, quand vous êtes en read committed et que vous faites que des selects, j'ai mis un exemple en Java ici, avec, on imagine 2 selects, un select sur la table user pour récupérer sa locale, et un select ensuite sur la table customer pour récupérer tous mes customers. J'ai mis tout ça dans une transaction. Ce qui se passe, c'est que je vais faire mon premier select sur la table user, qui va me récupérer la locale d'un utilisateur. Ça, on suppose que ça va être très rapide, c'est une information à récupérer. Ensuite, je fais mon deuxième select sur la table customer. Lui, il peut être lent, parce que je cherche tous mes customers. Ce qui se passe, c'est que si pendant ce temps-là, vous avez un alter qui arrive sur la table user, la requête est terminée sur la table user, mais en fait, votre select, il n'a pas relâché le log qu'il avait pris et qui va bloquer le alter du coup, parce que la transaction est encore en cours. En fait, quand vous faites que des selects au sein de votre méthode, vous n'avez pas forcément besoin d'être transactionnel à ce niveau-là, parce que ça ne va rien changer si vous êtes en read committed sur le résultat final. Donc vous pouvez tout simplement ne pas mettre de transactionnel et ne pas mettre de transaction, ce qui va vous permettre de minimiser encore une fois la durée des locks et d'être sûr que le alter sur la table user, il va pouvoir passer, même si le find all est en cours d'exécution sur la table customer. Dernier petit point, vaut mieux casser la migration que casser l'application. Je vous rappelle, le but initial, c'est de réussir à livrer sans interruption de service. Du coup, ce qu'on veut absolument éviter, c'est que l'application soit loquée et l'application ne réponde plus. Votre migration, elle est en train de passer en parallèle. Potentiellement, si vous la cassez, c'est pas grave. Si vous l'annulez, c'est pas grave. Tant que l'application continue à tourner, tout va bien. Si vous voyez que votre application lock pendant trop longtemps et ralentit, il vaut mieux couper la migration et la réessayer plus tard. Peut-être quand il y aura moins de trafic sur la base de données, ou peut-être essayer de comprendre pourquoi il y a autant de locks et essayer de trouver des workarounds pour minimiser les locks. Il y a un paramètre qui s'appelle lock timeout avec Postgres, qui est pas mal, qui vous permet justement de killer les requêtes qui attendent un lock pendant trop longtemps. Ça, nous, par exemple, on le définit sur tous nos scripts de migration. C'est-à-dire que tous nos scripts de migration, on leur dit que s'ils attendent un lock pendant plus de 10 secondes, on kill la requête. Ça fait échouer la migration, donc on n'est pas beaucoup plus avancé. Par contre, ça évite que les requêtes s'empilent à cause de la migration, et ça évite de bloquer l'application. Si ce paramètre-là, il déclenche l'arrêt de la requête, on essaie d'investiguer, on essaie de voir si on a bien tout fait, si c'est juste qu'il n'y avait pas de chance du trafic sur cette table-là à ce moment-là, et ça va passer plus tard, ou alors on trouve un workaround pour réussir à le faire passer. Point super important aussi, essayez de garder votre SGBD le plus à jour possible. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure avec Postgres 11 avant-après sur la default value. Il y a plein d'améliorations qui sont faites au fur et à mesure sur la gestion des locks.
Je pense que si je vous avais présenté des vieilles versions de Postgres, les slides auraient été un peu différentes. La gestion des logs évolue souvent, et plus vous avez une version à jour, plus vous avez de chances d'avoir des logs qui vont être un peu moins forts que sur des vieilles versions. Enfin, dernier point, évitez absolument les requêtes manuelles en prod pendant la migration, même les requêtes de select. C'est déjà pas une bonne pratique, en général, de faire des requêtes manuelles sur une prod. Ça peut paraître inoffensif sur des selects. En réalité, ça ne l'est pas vraiment, parce qu'on a vu que le select, il pouvait bloquer le alter. Donc si vous exécutez un select qui dure 30 secondes sur votre prod pour voir où en est la migration, bah, potentiellement, pendant 30 secondes, vous allez loquer les alters et tout va s'empiler derrière. Si vous ouvrez une transaction avant, ce qui se fait souvent quand on est sur les prods pour pouvoir rollback et être sûr qu'on ne fait pas de bêtises, bah, potentiellement, vous allez laisser votre transaction ouverte, vous allez jouer un select, vous croyez que tout se passe bien, et en fait, bah, votre transaction elle reste ouverte, le lock qui a été posé par le select qui bloque les alters, il reste posé, et votre migration elle est complètement bloquée. Donc même passer un select en prod, ça peut être dangereux pendant la migration, donc faites super attention à ça. Alors où on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on a mis tout ça en place. Ça a été assez challenging. Ça fait 5 ans qu'on déploie sans interruption de service. Ça nous a aussi permis de déployer au fil de l'eau, de ne plus déployer tous les 3 mois et de déployer vraiment en déploiement continu. Donc on déploie environ 3-4 versions par semaine. Donc ça a bien fonctionné. En réalité, la première année, il y a eu quand même quelques interruptions de service parce qu'on a fait beaucoup de hotfix. Ça a été un peu compliqué au début. On a fait pas mal d'erreurs. Là, je vous ai listé pas mal de pièges à éviter. J'aurais bien aimé avoir cette liste quand on a commencé, parce qu'on a eu pas mal de soucis que je vous ai mentionnés ici, et pas mal de hotfix à faire. On a développé un outil custom pour la partie migration. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, que Flyway wrap tous les scripts de migration dans une transaction. Nous, on avait besoin d'un outil un peu plus custom, un peu plus maniable, qu'on puisse gérer les transactions vraiment comme on veuille. Du coup, on a développé un petit outil de migration qui nous permettait d'exécuter nos scripts de migration. On s'est rendu compte que le développement des features, ça nous coûte plus cher, nécessairement. Là, on faisait une version avant, maintenant, il faut en faire 2, il faut en faire 3. Il faut se poser plus de questions que ce qu'on se posait avant. Donc forcément, ça coûte un peu plus cher. Par contre, là, on a été vraiment gagnant, c'est sur toute la partie maintenance. Il n'y a vraiment pas de débat, dans tous les cas chez nous, dans notre use case. Niveau maintenance, on a vraiment gagné, parce qu'on ne maintient plus qu'une seule version de l'application. On livre tous les 2-3 jours, et il n'y a qu'une seule version à maintenir. Autant dire que quand il fallait maintenir 6 versions, c'était un casse-tête pour tout le monde. Il fallait switcher de branche en permanence, il fallait faire les bug fixes 15 fois. C'était l'enfer. Là, maintenant, c'est vraiment plus sympa pour tout le monde. Donc le temps qu'on perd dans le développement des features, on le regagne vraiment sur la maintenance et c'est vraiment mieux en termes de pénibilité. C'est beaucoup plus simple de développer que ce que ça l'était avant. Aussi, il y a un truc qu'on a gagné, c'est que les livraisons, elles sont complètement transparentes pour nos clients. Avant, il y avait une interruption de service, ils s'en rendaient compte. Maintenant, on peut livrer vraiment comme on veut et on ne prévient même plus nos clients. Comme on livre 2-3 fois par semaine, on ne prévient plus nos clients, on livre. Et ça évite les débats interminables que je pense que vous pouvez connaître, de savoir est-ce qu'il faut retester la version côté client, est-ce qu'il ne faut pas la retester, quand est-ce qu'on peut la livrer. Là, on ne se prend plus la tête, on livre tout au fur et à mesure, au fil de l'eau, et c'est 100% transparent. Il y a aussi un truc, c'est que depuis, on a évolué vers une architecture microservice. Et l'avantage de ça, c'est que ça nous permet de choisir, suivant les briques, si on peut se permettre de faire des interruptions de service pour aller plus vite du coup, et aller plus vite dans le développement des features et livrer avec interruption de service, ou si on ne peut pas se permettre de déployer avec interruption de service, et si on passe par tout le processus de livraison sans interruption. En fait, sur les briques critiques, on n'a pas le choix, sur les microservices qui sont critiques, on passe par tout ce process de migration sans interruption de service, c'est obligatoire, on ne peut pas couper le service. Et on a d'autres briques qui, pour le coup, sont moins critiques, et elles, on livre avec interruption de service, parce que c'est quasiment transparent pour l'utilisateur, c'est les briques qui ne sont pas critiques. Du coup, ça permet un peu de mitiger le coût de ces migrations avec interruption de service. Si je devais résumer tout ça en une phrase, c'est un vrai challenge, honnêtement. Je pense qu'on avait un peu sous-estimé le coût que ça aurait et la charge mentale que ça aurait au début. Par contre, ça vaut vraiment le coup. Comme je vous disais, en termes de maintenance, c'est le jour et la nuit, et on reviendrait en arrière pour rien au monde. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et que vous avez appris quand même quelques trucs si vous l'avez déjà fait. Et merci pour votre attention, et n'hésitez pas à venir nous voir au stand 40. On a aussi des jobs d'ouverts comme toutes les boîtes, donc voilà, vous avez toutes les infos. Merci beaucoup.